Enfin, le jour est arrivé où je pourrais échapper à la vision constante de leur visage. Ces profiteurs, qui ne faisaient rien d'autre que de consommer sans contribuer, devaient partir. Ils devaient être reconnaissants pour la charité qu'ils avaient reçue pendant tout ce temps. J'ai déclaré, je ne reviendrai plus. Merci pour tout jusqu'à présent. Rapidement, j'ai rassemblé l'essentiel et dit au revoir à l'endroit que j'avais appelé le foyer de mes beaux-parents pendant de nombreuses années. En partant, ma belle-mère affichait un air satisfait, savourant mon départ. Pourtant, moi seule gardais une certaine vérité. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et je travaille à distance depuis chez moi. Mariée avec Alan depuis 5 ans, notre bonheur conjugal a commencé à changer la 4e année, lorsque le père d'Alan est tombé malade et a nécessité notre présence pour s'occuper de lui. Au départ, j'étais réticente à l'idée de vivre avec mes beaux-parents, mais j'ai cédé, car Alan était leur seul soutien familial. Bien que j'ai envisagé d'abandonner mon travail pour m'occuper de lui, mon entreprise m'a permis de continuer à travailler à distance, vu mes performances passées. Les complications avec mes beaux-parents ont commencé immédiatement, me familiarisant avec la fameuse dynamique entre belle-mère et belle-fille. « Sarah, dépêche-toi et occupe-toi de la cuisine et du ménage. Jusqu'à quand vas-tu être paresseuse et éviter tes responsabilités domestiques ?» me réprimandait ma belle-mère. « Je travaille en ce moment, de quoi parles-tu ? » « Je suis toujours là, en train de cliquer sur l'ordinateur », ai-je répliqué. En réalité, entre les tâches ménagères et les soins prodigués à mon beau-père malade, j'ai utilisé mes compétences pour retrouver le salaire que j'avais avant la crise. Après environ 3 mois d'efforts intenses, lorsque mes gains ont égalé ce que je recevais auparavant, j'ai ressenti une véritable joie. Cependant, la raison de mon dévouement infatigable résidait dans notre réalité financière. Le revenu d'Alan seul ne suffisait pas à nous soutenir, malgré mes espoirs que la vie devienne enfin plus facile. La lutte a continué. J'avais envisagé de mettre de côté quelques économies, mais, inexplicablement, les circonstances devenaient de plus en plus difficiles. C'était comme si les fonds dans mon portefeuille diminuaient constamment. Intrigué par cela, j'ai examiné nos dépenses et découvert qu'Alan se livrait à des dépenses extravagantes. De plus, ma belle-mère montrait une inclination pour des habitudes luxueuses. Alan, toujours désireux de plaire aux autres, étendait sa générosité au-delà des déjeuners de travail, utilisant nos cartes de crédit pour financer des soirées arrosées. Ma belle-mère, partagée entre divers hobbies avec ses amis, payait généreusement pour des cours et des sorties sociales. Malgré leur comportement prodigue, le poids des tâches ménagères et des soins à mon beau-père retombait uniquement sur moi. J'ai fini par couvrir toutes nos dépenses de subsistance avec mon revenu, rendant l'idée d'économiser de l'argent presque impossible. Inquiète pour notre situation financière, j'ai abordé Alan et ma belle-mère. « Alan, maman, il semble que nous dépensions excessivement. Si cela continue, nous allons épuiser nos finances. Pourriez-vous, s'il vous plaît, envisager de réduire vos dépenses ?» ai-je imploré. En réponse, Alan et ma belle-mère ont rejeté mes préoccupations d'un revers de main. « Je ne veux pas avoir l'air radin devant mes collègues et subordonnés. »« Tu ne comprends pas ça », argumenta Alan. « Ils ne vont pas penser que tu es radin juste parce que tu ne paies pas pour eux à chaque fois », ai-je répliqué. « Maintenir de bonnes relations avec tes collègues, c'est important, mais les sorties dans les bars de filles ? Cela n'a rien à voir avec le travail », ai-je souligné. « Tu veux juste t'amuser, n'est-ce pas ? Que dirais-tu de ne plus rentrer à la maison ivre et de parler de ça, même si personne ne te le demande ? Ça veut juste dire que tu t'amuses plus là-bas qu'à passer du temps avec moi, » et j'exprimais ma frustration. Ma belle-mère soutenait Alan, se moquant de mes préoccupations. « Je suis heureuse que ta mère comprenne, et elle a raison, » affirma Alan. Pendant ce temps, ma belle-mère justifiait ses dépenses en disant « Si je n'allais pas à mes cours, je resterais coincée à la maison. Je suis des cours avec mes amis pour profiter du temps qu'il me reste. » Je me retrouvais à faire face à des paroles dures qui résonnaient dans mes oreilles, me traitant de belle-fille terrible. Leurs remarques critiques étaient basées sur le fait que je me consacrais aux tâches domestiques sans générer de revenus, ce qui, à leurs yeux, me privait du droit de me plaindre. L'idée d'être méprisée en tant que femme au foyer me laissait perplexe. En réalité, je travaillais avec diligence, apportant un revenu stable à la maison tout en gérant les tâches ménagères et en prenant soin de mon beau-père.
Le scepticisme et le ton dépréciatif de leur part, affirmant que travailler de chez soi ne pouvait pas rapporter grand-chose, étaient décourageants. De plus, ma belle-mère avait apparemment nourri Alan d'un récit déformé, insinuant qu'elle seule s'occupait de mon beau-père, me présentant comme une belle fille oisive. L'injustice de cette perception me laissait sans voix. Malgré les nombreux moments où j'ai envisagé de quitter cet environnement difficile, ce qui me retenait était mon profond souci pour mon beau-père. Depuis le début de mon mariage, il m'avait toujours traité avec bienveillance, contrastant vivement avec Alan et ma belle-mère. Ces paroles de gratitude, me reconnaissant comme une belle fille formidable, résonnaient dans mon cœur. Chaque fois qu'il avait besoin de soins, il s'excusait pour le dérangement tout en exprimant sa reconnaissance pour mes efforts. Dans ces moments-là, je trouvais du réconfort et du sens en prenant soin de lui. Je ne pouvais pas imaginer le laisser à la merci d'Alan et de ma belle-mère. Il semblait bien conscient de la dynamique familiale, reconnaissant ma contribution à la stabilité financière de notre foyer. Ces mots d'appréciation, reconnaissant l'importance de mon travail, étaient devenus une source de force pour moi. L'anxiété quant au sort de cette maison sans ma présence était éclipsée par une préoccupation plus grande pour mon cher beau-père. Ainsi, j'ai pris la décision de lui offrir des soins dévoués jusqu'à son décès, 1 an plus tard. La sombre occasion de ses funérailles est devenue pour moi un champ de bataille émotionnel. Malgré mon chagrin sincère, mes larmes furent accueillies avec désapprobation. « Pourquoi pleures-tu autant, Sarah ? Le décès d'un beau-père est un motif naturel de deuil, n'est-ce pas ?» m'a-t-on demandé, mais ma réponse semblait provoquer l'irritation de ma belle-mère. Elle m'accusa de sous-entendre qu'elle ne s'était jamais occupée de lui. La vérité, cependant, était tout autre. Ma belle-mère avait à peine été impliquée dans les soins de mon beau-père, ses préoccupations pour ses loisirs et ses sorties fréquentes faisaient de moi la principale soignante. Malgré mes efforts, elle se présentait aux autres comme la belle-mère opprimée et pitoyable, me peignant comme la belle-fille cruelle aux yeux des proches. J'avais l'impression d'être trop durement jugée envers ma belle-mère. Même en plein deuil, je me voyais critiquée par ceux qui comprenaient peu la dynamique familiale. Frustrée, j'ai choisi de prendre mes distances avec les proches. Cependant, cette attitude ne passa pas inaperçue auprès d'Alan, qui s'approcha de moi avec des reproches. « Tu as embarrassé maman devant tout le monde », accusa-t-il. « Ça n'a aucun sens. Je pleurais seulement la mort de mon beau-père. Malgré cela, ta mère m'a dit qu'il était étrange que je pleure. Je n'ai jamais dit qu'elle ne s'était pas occupée de son père. J'ai seulement parlé de mon deuil pour la perte de mon beau-père, dont je m'étais toujours occupée, me suis-je défendue. À mesure que la discussion s'intensifiait, Alan m'accusa d'insulter sa mère et suggéra que, si cela m'embêtait tant, j'aurais dû m'occuper moi-même de son père. Le conflit s'intensifia jusqu'à ce que des proches interviennent et mettent fin à notre discussion. Après cet incident, j'ai maintenu un silence total avec mon mari. Une fois les formalités des funérailles terminées, un avocat est venu pour discuter de l'héritage. L'avocat commença, « J'aimerais discuter du contenu du testament concernant l'héritage de votre défunt père. Tout d'abord, pour l'épouse et la belle-fille Sarah, il a laissé la moitié de l'argent à chacune de vous. Quant au fils Alan, il hérite de la propriété familiale et de la maison. » Ma belle-mère s'exclama, « Quoi ? Si Alan reçoit la propriété et la maison, cela ne signifie-t-il pas que tous les autres biens vont à l'épouse ? Pourquoi Sarah reçoit-elle un héritage ? Elle n'est pas de la famille de sang. » L'avocat répondit, « Votre mari était profondément reconnaissant envers Sarah pour les soins dévoués qu'elle lui a prodigués. Il a voulu exprimer sa gratitude en lui laissant une part de l'héritage. Cette décision ne peut pas être modifiée. » Incapable d'accepter cela, ma belle-mère accusa, « Je n'arrive pas à y croire. Vous ne vous occupiez de lui que pour obtenir l'héritage, n'est-ce pas ? » Je me défendis en expliquant, j'avais une bonne relation avec mon beau-père depuis mon mariage. Prendre soin de lui était une manière d'exprimer ma gratitude. Ma belle-mère continua ses accusations, suggérant qu'il s'agissait de maltraitance psychologique. Frustrée, elle finit par abandonner, et l'avocat poursuivit. Donc, c'était la décision de papa. C'est une marque de gratitude pour les soins de Sarah, n'est-ce pas ? Dans ce cas, nous n'avons d'autre choix que de suivre sa volonté, dit mon mari. Puis-je continuer ? Alors que l'avocat poursuivait,
l'expression mécontente de ma belle-mère se transforma en sourire, et elle s'exclama, « Oui, c'est parfait. Je comprends. » Confus, mon mari la questionna. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, mais ma belle-mère semblait satisfaite et expliqua, « Maintenant que la vie de papa est terminée, il n'est plus nécessaire de dépendre de Sarah. Son héritage n'est rien d'autre qu'une compensation. Nous n'avons plus besoin d'elle dans cette maison. » Ma belle-mère avait mal interprété le testament de mon beau-père, exactement comme il l'avait prévu. En fait, il avait discuté de ce plan avec moi avant de mourir. Il voulait que je sois libérée des contraintes de cette maison après sa mort. En utilisant le testament, il avait astucieusement trompé mon mari et ma belle-mère, faisant en sorte que mon départ semble naturel, comme il l'avait planifié. Ma belle-mère, mal interprétant les intentions de mon beau-père, voyait le testament comme une opportunité pour me chasser de la famille, dissimulant mon véritable désir de partir. Je répondis à son choc en disant, « Beau-père, pourquoi me traiteriez-vous ainsi ? Même pour papa, je n'étais que quelqu'un qui s'occupait de lui. » « Alan, tu ne comprends plus Sarah, n'est-ce pas ? Pourquoi ne divorces-tu pas d'elle une bonne fois pour toutes ? » dit-elle, regardant Alan les yeux remplis de larmes. Après un moment de réflexion, il acquiesça, « Tu sais quoi, divorçons. J'ai hérité de la maison et du terrain de la famille, et maman a aussi reçu de l'argent. Plus besoin de s'inquiéter de la vie, donc pas de problème si Sarah part. » « Que veux-tu dire par là ? » demandai-je. « Exactement ce que j'ai dit. Cela semble difficile à demander, mais pourrais-tu quitter notre maison et accepter le divorce ? Répondit-il. Comprenant qu'il n'y avait plus de place pour moi ici, j'acceptai. J'ai compris. Je pense qu'il n'y a plus de place pour moi ici, dis-je. D'un ton légèrement résigné, je pris le document dans le tiroir et le tendis à mon mari. C'était un avis de demande de divorce, préparé après notre discussion précédente. Mon mari signa aussitôt, exprimant, « Enfin, je n'ai plus à supporter ta présence. Une parasite qui ne travaille pas devrait simplement s'en aller. Tu devrais être reconnaissante qu'on t'ait supporté. » Une parasite totale ? C'est comme ça ? D'accord, je comprends. Je m'en vais. Merci pour tout jusqu'à présent, répondis-je. En partant, ma belle-mère semblait rayonnante, inconsciente de ce qui allait arriver à cette maison dans le futur. Une fois sortis de leur maison, je ne perdis pas de temps et déposai immédiatement l'avis de divorce à la mairie. En arrivant dans l'appartement que j'avais loué à l'avance, la chambre spacieuse résonnait de ma joie tandis que j'exclamais, « Enfin, je peux être seule. C'est merveilleux. » Je me sentais envahie par une immense joie d'être libérée d'un mariage difficile. Ma sincère gratitude s'étendait à mon beau-père qui avait planifié ma fuite de la maison de mes beaux-parents. Par la suite, j'embrassai une vie confortable en vivant seule, savourant la liberté nouvellement découverte et la possibilité de continuer à travailler à distance, une compétence que j'avais cultivée durant mon séjour chez mes beaux-parents. Ayant perfectionné mes compétences en gestion du temps, le travail se déroulait sans heurts, et mes revenus augmentaient, me permettant de mener une vie confortable, libre de toute ingérence. Cependant, mon existence paisible prit un tournant inattendu lorsque mon ex-mari Alan me téléphona sans prévenir. Perplexe, je lui demandai, « Ça fait un moment. Pourquoi m'appelles-tu ? N'était-ce pas toi qui m'avais dit de disparaître ? Sarah, s'il te plaît, aide-nous, nous sommes en difficulté, implora Alan. Je ris, trouvant la situation ironique. Quelle sorte de plaisanterie est-ce là ? Mon salaire n'a pas changé, mais, pour une raison quelconque, vous êtes à court d'argent ? Nous n'arrivons pas à vivre comme ça, admit-il. En riant, je décidai de donner le coup de grâce. C'est parce que vous n'avez plus mon revenu pour vous soutenir. Tu gaspillais tout ton salaire pour toi-même. Peut-être est-il temps que toi et ta mère appreniez un peu la responsabilité financière en tant qu'adulte. Confus, Alan demanda, « Que veux-tu dire ? » Tu ne comprends toujours pas, clarifiai-je. Pendant que tu vivais de manière extravagante, c'était mon salaire qui payait nos dépenses. À cette époque, je gagnais environ 4800 $ par mois. Maintenant, je gagne encore plus que ça, sans personne pour me perturber. Exprimant sa frustration, Alan supplia, « Sarah,
Ne pourrions-nous pas recommencer? C'était une erreur de te laisser partir. Je veux arranger les choses. Je me moquais, il est évident que tu es après mon revenu. Ne sois pas ridicule. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Qu'en est-il de l'héritage que ta mère a reçu? Avec cette somme, elle devrait vivre confortablement. Alan avoua, il est sur le point de s'épuiser. Nous avons tout dépensé en une vague d'achats, de voyages à l'étranger, et la moitié a disparu au casino. Impassible, je répliquai, une mère insensée élève un fils insensé. Je n'ai plus rien à te dire. Maintenant, je suis une étrangère, et je ne peux rien pour toi ni n'en ai envie. Désespéré, Alan supplia, ne sois pas si cruel. Aide-nous. Ça n'a rien à voir avec moi. Il n'y a plus rien à dire. Je raccroche. Ne m'appelle plus jamais, déclarai-je avant de mettre fin à l'appel et de résilier immédiatement le contrat de téléphone que j'utilisais. Un an plus tard, en passant devant la maison de ma belle-mère, je découvris qu'elle était devenue un terrain vide, probablement vendu en raison de difficultés financières. Indifférente, je poursuivis mon nouveau temps libre en suivant un cours de dégustation de vin que je souhaitais depuis longtemps. C'est là que j'ai rencontré un homme de 2 ans mon aîné qui me prenait au sérieux. Après 1 an et demi de relation, nous nous sommes mariés. Il est une personnalité reconnue dans une entreprise bien connue, humble malgré son salaire élevé, avec un caractère chaleureux et merveilleux. Nous respectons nos carrières respectives, ce qui nous permet de vivre un mariage épanoui. En réfléchissant à ces changements, je ne peux m'empêcher de ressentir que cette tournure des événements est, d'une certaine manière, un cadeau de mon beau-père. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.